Je commence par l'agenda du ministre. Ce lundi, il était à Lorient pour la mise à l'eau de la première frégate de défense et d'intervention qui est baptisée Amiral Renarc. C'est la première d'une série de 5 bâtiments destinés à la Marine nationale. Cette frégate française est à la pointe de la technologie. Elle est capable de projeter des forces spéciales, d'opérer dans tous les domaines de lutte maritime, l'anti-navire, l'anti-aérien, l'anti-sous-marin. Les frégates de défense et d'intervention constitueront à l'horizon 2030 le tiers de nos frégates de premier rang. Le ministre des Armées a rappelé lundi le rôle majeur que va jouer cette frégate en termes de posture permanente de sauvegarde maritime. Lors de cette mise à flot, le ministre était accompagné par son homologue grec. Ils ont tous les deux souligné les liens étroits qui unissent la France et la Grèce en matière de coopération stratégique. Nos deux nations ont en effet signé plusieurs grands contrats d'armement. La Grèce a notamment commandé 3 frégates de défense et d'intervention, ainsi que 24 Rafales à la France. Hier, le ministre était à Toulon avec le président de la République qui présentait la revue nationale stratégique. Le président de la République a décrit le nouveau contexte stratégique, ses évolutions et ses perspectives pour tracer les ambitions de la France pour les années futures, ambitions dans lesquelles, bien sûr, s'inscriront les armées. Le discours du président de la République est accessible en ligne sur le site de l'Élysée. Demain, à l'occasion des cérémonies commémoratives du 11 novembre, Sébastien Lecornu se joindra au président de la République et à la Première ministre pour honorer la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Les commémorations du 11 novembre, à Paris jusque dans nos villages, expriment notre reconnaissance, notre respect et notre admiration à toutes celles et ceux qui ont combattu pour la France, nous léguant des valeurs inestimables de courage et d'engagement. La mémoire de ces événements, elle est essentielle pour appréhender le présent. Elle est également une force d'enseignement pour le futur. Je passe maintenant aux agendas de la semaine pour les 2 secrétaires d'État. Avant-hier, mardi 8 novembre, Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, rencontrait les membres de l'Union des blessés de la face et de la tête, mieux connue sous le nom des gueules cassées. Créée en 1921 en soutien aux gueules cassées de la Première Guerre mondiale, l'association apporte aujourd'hui une assistance morale et matérielle aux militaires, aux policiers, aux gendarmes et aux pompiers, ainsi qu'aux victimes civiles d'attentats qui ont été atteints au visage ou à la tête. Hier, elle rendrait hommage au général de Gaulle. Elle représentait le président de la République pour la 52e commémoration de la mort du général. Elle a déposé une gerbe sur sa tombe à Colombey-les-Deux-Églises, qui se situe, comme vous le savez, en Haute-Marne. Aujourd'hui, elle est à Verdun. Elle y visite plusieurs sites clés des combats de la Première Guerre mondiale, notamment la nécropole de Douaumont et la tranchée des Baïonnettes. Elle se rendra également au mémorial de Verdun pour rendre hommage aux soldats tombés lors de cette bataille. Ce déplacement sera également l'occasion d'assister à la cérémonie d'hommage aux 7 inconnus qui se déroulera à la nécropole du Faubourg-Pavé. Demain, elle sera également présente sur la tombe du soldat inconnu pour la cérémonie nationale de commémoration du 11 novembre. Elle accompagnera ensuite la Première ministre qui présidera à Rotonde la commémoration de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. Enfin, Mme Mirallès donnera ce dimanche le coup d'envoi du match de football Montpellier-Reims dans le cadre du partenariat entre le Bleuet de France, la Ligue de football professionnel, les clubs de Ligue 1 et 2. À partir de demain et tout au long du week-end, les maillots des joueurs arboreront le bleuet et une vente aux enchères de maillots au profit de l'association sera organisée mardi prochain. Pour Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, elle sera également au 104e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Elle se rendra notamment sur les Champs-Élysées pour rendre hommage aux étudiants qui avaient osé défier l'occupant en célébrant le 11 novembre 1940 la victoire de 1918. S'il n'y a pas de questions sur les agendas, je passe au sujet d'actualité. La semaine prochaine se déroulera du 14 au 18 novembre à Madrid un exercice interallié organisé par le Bureau Enquête Accident pour la sécurité de l'aéronautique de l'État, le BEAE. Ce bureau Enquête Accident français, avec ses homologues allemands, belges, espagnols, italiens et britanniques, ont formé un groupe d'échange appelé European Air Accident Investigation Group. L'exercice de Madrid aura pour but d'approfondir les relations de travail et de vérifier qu'en cas d'accident impliquant plusieurs nations, ces bureaux sont capables de travailler de concert selon des procédures partagées et conformes aux standards de l'OTAN. Le scénario de cet exercice est bien sûr fictif. Il se concentre autour d'un événement central constitué par le crash d'un avion de chasse étranger
durant un exercice majeur interallié. Le groupe d'enquête international va donc devoir travailler pendant 5 jours pour identifier la cause d'un tel accident et roder les procédures partagées. Cet exercice d'envergure européenne suscite évidemment l'intérêt d'autres partenaires et ainsi la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et l'industriel Airbus ont souhaité y projeter des observateurs pour assister à cet exercice. La semaine suivante, l'armée de terre organise du 18 au 23 novembre l'édition 2022 de son exercice CERCES. Quand je dis la semaine suivante, ce n'est pas la semaine suivante, c'est la semaine prochaine, vous l'aurez compris, donc du 18 au 23 novembre. Les soldats de la 27e brigade d'infanterie de montagne seront déployés dans les massifs des Bauges, puis de la Maurienne, pour y éprouver leur maîtrise des savoir-faire en montagne, dans un contexte de grand froid, et leur capacité à s'affranchir des reliefs comme des conditions extrêmes pour combattre, assurer les liaisons et délivrer des tirs d'artillerie. Cet entraînement prépare les forces au combat de haute intensité. Il intègre une dimension nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique et de renseignement. Il inclut des séquences de tirs de tout calibre, du canon César aux armes d'infanterie. Des hélicoptères de combat du 3e régiment d'hélicoptères de combat et des avions de chasse seront également déployés pour appuyer les actions au sol. Parallèlement à la préparation des troupes de montagne, des soldats de la 6e brigade légère blindée, du 1er régiment étranger de génie et du 3e régiment d'artillerie de marine réaliseront des manœuvres amphibies communes avec la Marine nationale dans le cadre d'un exercice narval qui se déroulera à Toulon du 21 au 25 novembre. Ce déploiement contribue notamment à la préparation de l'exercice interarmé et interallié Orion qui aura lieu en 2023. Cet exercice de haute intensité se déroulera sur plusieurs mois et il agrégera une trentaine d'exercices connexes entre eux. Voilà pour ce qui est de la préparation opérationnelle. Dans le domaine capacitaire maintenant, en commençant par l'armée de terre et ses capacités de renseignement, le 25 octobre dernier, la délégation générale à l'armement a livré 5 nouveaux systèmes de mini-drones de renseignement, dits SMDR, à l'armée de terre. Le SMDR est un moyen d'observation à moyenne portée destiné à recueillir en temps réel, de jour comme de nuit, des renseignements d'environnement et d'acquisition d'objectifs dans le cadre de missions de détection, de reconnaissance et d'identification. Ce système de mini-drones permet à l'armée de terre de renforcer sa capacité de renseignement au plus près de la zone de contact. L'armée de terre dispose aujourd'hui de 23 systèmes et doit disposer de 35 systèmes en 2023. Après le domaine terrestre, je passe maintenant au domaine maritime avec un mot sur le dernier accostage du sous-marin nucléaire d'attaque Ruby, samedi dernier à Cherbourg-en-Cotentin. Parti de Toulon le 21 octobre, le SNA Ruby, commandé par le capitaine de corvette Laurent Fallin, a contribué dans ses derniers nautiques à l'entraînement des forces sous-marines et des moyens aéromaritimes de la Marine nationale en mer Méditerranée et en océan Atlantique. Les SNA de type Ruby seront progressivement remplacés par les SNA de type Suffren, dont le premier de série a été admis au service actif le 1er juin dernier. Toujours dans le domaine naval, le renouvellement des capacités de la Marine nationale se poursuit, notamment en termes de protection des fonds marins. Nous avons déjà largement abordé ce sujet ici. Ainsi, hier, la délégation générale armement a réceptionné l'OFRIS. L'OFRIS est la première des 8 vedettes de soutien à la plongée destinées à la Marine nationale. L'OFRIS va maintenant débuter une période de 3 mois d'utilisation opérationnelle par le groupe de plongeurs démineurs de la Méditerranée de la Marine nationale à Toulon. Le lancement de la série sera ensuite confirmé début 2023, en vue des livraisons entre 2024 et début 2026 des 7 unités suivantes. Ces vedettes remplaceront les 9 vedettes d'intervention pour plongeurs démineurs admises au service actif dans les années 1990. Elles participeront également à la fonction de guerre des mines. L'arrivée de ces vedettes de soutien à la plongée dans la marine nationale, bien sûr, complète le renouvellement des capacités navales de lutte contre les mines et les engins explosifs improvisés prévus par la loi de programmation 2019-2025. Pour l'armée de l'air et de l'espace, aujourd'hui, le général d'armée aérienne Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, présente à l'Institut des hautes études de défense nationale les capacités de l'armée de l'air et de l'espace d'une part, et sa vision stratégique sur la base aérienne 105 d'Évreux. Cette vision stratégique de l'armée de l'air et de l'espace est construite autour du triptyque « décourager, défendre et défaire ».
décourager les adversaires et les compétiteurs potentiels, défendre les ressortissants et les forces déployées, et défaire tout ennemi essayant d'imposer sa volonté par la force. L'ensemble des domaines d'action de l'armée de l'air et de l'espace sera aujourd'hui illustré au travers de démonstrations en vol. Elles impliqueront au total une dizaine d'aéronefs. Les ateliers thématiques présenteront et montreront par ailleurs les enjeux actuels et futurs auxquels l'armée de l'air et de l'espace sera confrontée. Comme vous le savez, en 2021, je reste dans le domaine aérien, la Croatie a acquis 12 Rafales d'occasion français. La signature de l'accord cadre entre nos deux pays inclut des phases de formation à l'emploi. À ce titre, des mécaniciens de l'armée de l'air croate sont accueillis cette semaine sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Ils vont être formés aux spécificités du Rafale par leurs homologues français. La formation du personnel croate est dispensée en langue anglaise pour cette première phase. Une seconde phase débutera en 2023 avec la formation des pilotes croates sur les bases aériennes de Mont-de-Marsan, de Saint-Dizier et de Cognac. Quelques mots enfin avant de donner la parole à l'ingénieur en chef de première classe Pierre Drévillon, sous-directeur énergie, eau, environnement de la direction centrale du service de l'infrastructure de la défense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va vous présenter le rôle de la DCSID dans le cadre de la transition énergétique entamée par le ministère des Armées depuis maintenant plus de 10 ans. Cette politique énergétique s'inscrit dans une politique de transition énergétique beaucoup plus large. Ce lundi, lors de l'ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, le président de la République a réaffirmé les engagements de la France dans la réduction des émissions globales à effet de serre et a insisté sur l'urgence de la transition énergétique. Depuis 2010, je l'ai déjà dit ici même, la consommation totale du parc immobilier du ministère a baissé de plus de 20% et les consommations d'énergie fossile et gaz à effet de serre associés ont été réduites de près de 30%. Lancée en 2020, la stratégie énergétique de défense a accéléré cette tendance. De même, le ministère s'est également engagé à prendre toute sa part au plan de sobriété énergétique présenté par Elisabeth Borne, Première ministre, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, le 6 octobre dernier. Monsieur l'ingénieur en chef, je vous cède la parole. En général, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis l'ingénieur en chef Pierre Drévillon. Donc, comme nous le percevons tous, l'énergie se situe au cœur des enjeux de notre société. Et cette énergie est bien sûr indispensable à toutes les activités du ministère des Armées. Elle revêt une importance particulière dans le contexte international et national incertain que nous connaissons. La prise de conscience de ces menaces et de ces risques relatifs, notamment au réchauffement climatique, conduit à une évolution progressive et durable des attitudes et des modes d'action. Elle s'accompagne d'un renforcement de la réglementation environnementale. Ces différents facteurs amènent à s'engager davantage dans des processus de rationalisation de l'emploi de la ressource énergétique. Le ministère des Armées s'inscrit dans cette perspective depuis plusieurs années. Il s'est ainsi doté, comme le disait le général à l'instant, d'une stratégie ministérielle de performance énergétique pour ces bâtiments, pour ces infrastructures, depuis 2012. Et à partir de 2020, une stratégie énergétique de défense a pris en compte ces problématiques d'une façon plus globale. L'ensemble de ces actions vise à un ministère des Armées énergétiquement résilient et à faire de l'énergie un atout opérationnel. Cette stratégie s'appuie sur une gouvernance comprenant 4 piliers thématiques constitués des énergies, des infrastructures, donc objet de la présentation du jour, aux côtés de piliers énergie opérationnelle pilotés par l'EMA, d'un pilier relations internationales relevant de la DGRIS et un volet capacité innovation qui est piloté par la DGA. Concernant le pilier énergie d'infrastructure, donc porté par le service d'infrastructure de la Défense, il s'agit du pilier qui traite l'ensemble des questions relatives aux énergies consommées par le parc immobilier et ses équipements. À titre indicatif, le ministère occupe un patrimoine de plus de 30 millions de mètres carrés, dont les 2/3 correspondent à une surface chauffée. Les énergies consommées par les infrastructures représentent 25% de l'énergie totale consommée par le ministère. Cette part infrastructure est chiffrée à 3,2 TWh par an, donc toute énergie confondue, principalement de l'électricité et du gaz. Donc cette stratégie vise une rationalisation de l'utilisation des ressources énergétiques.
La stratégie énergétique de défense s'articule pour le pilier infrastructure autour de 3 axes qui reprennent et déclinent les orientations de la stratégie ministérielle de performance énergétique. Donc ces 3 axes sont présentés sur la planche. Il s'agit de réduire les consommations énergétiques, améliorer le mode de consommation et améliorer les résiliences énergétiques des différents sites. Ces actions s'appuient sur des investissements importants qui s'inscrivent dans la durée. Par exemple, ces actions tiennent compte de la réglementation thermique, par exemple, donc qui s'applique aux bâtiments tertiaires, et ces objectifs de cette réglementation s'échelonnent sur la période 2030, 2040, 2050, avec des objectifs qui s'accroissent, donc objectifs de réduction passant de 40 à 50 à 60%, l'objectif à atteindre en 2050. Donc ces actions de long terme sont complétées sur le court terme par des actions de sobriété que nous venons d'évoquer tout à l'heure, qui, je crois, vous ont été présentées lors d'une conférence, dans un point presse, ici, mi-octobre. Voilà, je vais présenter un petit peu plus en détail les différents axes. Donc l'axe premier qui vise à réduire les consommations énergétiques du ministère, donc en intégrant des exigences d'éco-conception et d'efficacité énergétique dans les contrats et les marchés publics que le service d'infrastructure passe. Cette approche donc, est développée pour le parc immobilier du ministère lors des travaux de rénovation thermique qui sont faits régulièrement, ou encore par l'utilisation de contrats qu'on appelle de performance énergétique. Et l'ensemble de ces outils ont contribué à la diminution donc, de la consommation énergétique des infrastructures à hauteur de 20% sur une dizaine d'années, comme on l'indiquait tout à l'heure. Donc ces travaux peuvent être décomposés en différents thèmes. Il y a une part de renouvellement, une part de rénovation annuelle. Donc cette rénovation représente de l'ordre de 50 millions d'euros par an pour des travaux classiques d'amélioration thermique, d'isolation, de remplacement de fenêtres, de menuiserie. Une part significative de ces travaux a bénéficié en 2021 de financements européens au titre du plan de relance de l'économie, obtenu en coordination avec la direction de l'immobilier de l'État. Au titre des opérations réalisées dans ce cadre, je peux citer par exemple les travaux de rénovation de la tour de commandement des écoles militaires de Bourges ou un des principaux bâtiments d'enseignement de l'école militaire de Saint-Cyr qui ont bénéficié de ce plan de relance. L'autre outil extrêmement important pour la mise en œuvre de cette stratégie ministérielle de performance énergétique sont les contrats de performance énergétique, qui visent à améliorer les caractéristiques et les performances techniques des infrastructures grâce à des travaux d'investissement initiaux et à une exploitation plus optimale des systèmes de production et de distribution d'énergie sur des périodes longues, puisque les contrats qui sont passés s'inscrivent dans la durée sur une vingtaine d'années. Les contrats ont une approche transverse, donc s'adressent à la totalité d'une emprise, et ils visent des économies, une décarbonation des installations de production de chaleur, un management de l'énergie. Ça permet aussi de supprimer le fioul et de favoriser le recours aux énergies renouvelables. Ces CPE mobilisent des budgets significatifs, mais ils s'accompagnent de gains énergétiques importants, puisque nos contrats partent du principe que l'objectif fixé à l'entreprise est de l'ordre de 40% de gains d'énergie. Le temps de retour, généralement, correspond à la durée du marché, une vingtaine d'années, mais à l'avenir, on peut considérer que ces temps de retour devraient significativement être plus courts du fait de l'augmentation probablement durable du coût de l'énergie. Ces dispositifs des CPE constituent un outil sûr et performant pour atteindre les objectifs énergie-carbone avec une performance contractualisée. 9 CPE ont été passés jusqu'en 2021, donc depuis 2010, notamment à Castelsarrasin, à Gap, au quartier général Guillaume ou sur le camp de Mourmelon. 9 nouveaux CPE sont à passer d'ici 2025. Au titre de l'année 2022, ce sera la base aérienne de Nancy-Auchet qui bénéficiera d'un CPE. Et en 2023, il s'agira de la base aérienne de Solenzara en Corse, du camp de Canjuers et probablement également le quartier Rose à Pau. Donc ces contrats représentent sur la période 22-25 un financement de l'ordre de 250 millions d'euros pour la seule part investissement. Au total, la mise en place de ces 18 CPE permettra des gains thermiques de l'ordre de 100 gigawattheures par an d'ici 2025.
Ces CPE concerneront une surface représentant environ 10% de la surface chauffée du ministère. Autre type de contrat, les contrats d'exploitation maintenance à clause d'intéressement, donc qui s'appliquent à des emprises moins étendues, ne présentant pas les mêmes caractéristiques que celles des CPE, donc c'est une forme un peu plus simple des contrats, mais qui implique le titulaire du marché sur des objectifs, et ça permet également de maîtriser les consommations énergétiques du site. Donc on considère que d'ici 2025, nous arriverons à passer 10 à 15% des surfaces chauffées sous performance. Donc au total, ces CPE plus ces contrats de performance nous permettent d'atteindre une maîtrise des consommations sur une surface à peu près égale à 20 à 25% de la surface chauffée totale du ministère. En plus de ces contrats, il y a le développement également de systèmes de management de l'énergie qui l'apportent plus sur une sensibilisation des usages et qui implique dans la durée l'ensemble des personnes qui occupent les sites dans des gestes, dans des éco-gestes au quotidien et dans une culture de la sobriété énergétique. Ça implique également les décideurs qui sont incités à réaliser des travaux de proximité permettant des gains d'énergie. 22 sites sont identifiés comme susceptibles de faire l'objet de ce genre de système de management sur une quinzaine de bases de défense différentes. Je peux citer par exemple le camp de la Valbonne ou le quartier général Frères à Lyon qui font l'objet de ce système de management de l'énergie. Le deuxième axe consiste à améliorer les modes de consommation par un recours élargi aux énergies vertes. Le ministère transforme depuis une dizaine d'années donc la configuration énergétique de ces emprises en se raccordant, par exemple, à des réseaux de chauffage urbain qui sont plus vertueux et en remplaçant des chaudières charbon-fuel qui étaient fortement consommatrices de gaz à effet de serre. Donc ces raccordements d'emprises militaires au réseau de chaleur urbain constituent une solution privilégiée dans un objectif de décarbonation du mix énergétique. Au total, depuis 2020, il y a une quinzaine de sites qui ont été raccordés à ces réseaux de chaleur urbain, 67 au total, pour un gain représentant une puissance totale de 150 gigawattheures. Globalement, on peut considérer que 60% de cette énergie correspond à des énergies d'origine renouvelable. 31 sites supplémentaires doivent être raccordés d'ici 2025. Au total, on peut considérer que ces réseaux de chaleur urbain alimentent une surface représentant environ 14% de la surface chauffée du ministère. Le remplacement des chaudières fortement émissives est un projet d'ampleur, puisque ce sont 1700 chaudières fuel qui doivent être remplacées à un horizon de 2031 pour obligation réglementaire. Et donc ça nécessite la mise en place de financements à hauteur de 300 millions d'euros d'ici 2031. Concernant l'axe 3, visant à améliorer la résilience énergétique des sites, en sécurisant les flux d'approvisionnement en énergie grâce à des technologies nouvelles, il s'agit là de développer des capacités d'autoproduction et de stockage d'énergie afin de renforcer l'autonomie et la résilience énergétique des forces. Donc plusieurs projets peuvent être cités. Le premier d'entre eux et le plus emblématique, c'est le projet Ensure. Donc il s'agit d'un projet de site militaire énergétiquement autonome et résilient qui intègre la performance énergétique, le développement des énergies renouvelables et le stockage et la mise en place de systèmes d'optimisation dits intelligents. Donc ce projet qui sera développé sur l'emprise de la 14e base de soutien du matériel de Nouâtre correspond également au modèle énergétique et aux objectifs promus par l'Union européenne. Et pour ce projet, le SID a pu obtenir le soutien et la participation de l'Agence européenne de défense. Des études sont menées de préconception afin de préciser le dimensionnement technique et financier du projet. Actuellement, l'appel à manifestation d'intérêt a abouti et un premier titulaire a récemment été désigné. Le coût prévisionnel de cette opération est de 40 millions d'euros, dont les 3/4 pourraient être financés sur des budgets européens ou en cofinancement avec des partenaires du ministère. Les différents objectifs visés par ce projet sont rappelés sur la planche, mais il s'agit principalement d'une baisse des consommations de chaleur, le recours aux énergies renouvelables et la mise en place d'un système d'autoproduction électrique
avec notamment la création de 7500 m² de toiture avec des panneaux photovoltaïques. Voilà. L'expérimentation électrique autonome de sites isolés, avec un projet de production d'énergie solaire photovoltaïque couplé à un stockage d'hydrogène et à l'utilisation de batteries, et c'est développé, mis en place sur le site des îles Glorieuses. Donc, ça fait partie des îles éparses situées à proximité du canal du Mozambique, et ça permet de fournir en électricité des scientifiques et un détachement d'une quinzaine de militaires présents à l'année sur site. Par ailleurs, différents projets également existent de développement du photovoltaïque. En 2 ans, 9 nouveaux projets ont été installés, en plus du champ solaire de Saint-Christol qui a été livré en 2017. Et en tout, ce sont quelques 2,4 gigawattheures qui seront produits par des installations solaires. Je peux citer également le soutien à la filière photovoltaïque qui faisait l'objet du plan Place au Soleil, qui s'est traduit par la volonté de mettre à disposition d'opérateurs photovoltaïques jusqu'à 1500 hectares pour développer des projets de cette nature. Voilà, et pour finir, je rappellerai en fait les quelques grands chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure par le général. Donc, depuis 2012, le ministère des Armées déploie une politique volontariste d'amélioration de l'efficacité énergétique des infrastructures. Donc, sur cette période, la composition du mix énergétique a évolué favorablement. Les quelques pourcentages évoqués tout à l'heure par le général sont rappelés sur cette planche. Et donc, le ministère a réduit sa consommation énergétique de façon substantielle. Et cette baisse de consommation représente au final un gain en énergie par rapport à l'année 2010 de l'ordre de 700 gigawattheures par an, ce qui correspond à peu près à la consommation annuelle d'une ville de 100 000 habitants. Donc, il s'agit maintenant de poursuivre, voire d'accroître ces mesures d'économie et de recourir aux énergies renouvelables de façon un peu plus systématique pour répondre aux besoins du parc immobilier existant et dans les projets à venir, et bien évidemment. Voilà un petit tour d'horizon que je pouvais vous présenter. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur en chef. Y a-t-il des questions aussi bien sur le focus thématique que sur les actualités du ministère, parce que je ne vous ai pas donné la parole ? En salle pour commencer, et en audio. Votre exposé était donc parfaitement clair. Je cède la parole au collègue Gaudière. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur en chef. Je cède la parole au collègue Gaudière pour le point de situation des opérations. Merci, mon général. Alors pour le point hebdomadaire des opérations des armées, nous commençons avec le renforcement du flanc est de l'Alliance, où les armées françaises, qui sont des alliés fiables, crédibles et solidaires, sont pleinement engagées dans le renforcement de l'OTAN, où elles contribuent activement aux missions de réassurance des alliés, avec des moyens adaptés, progressifs et réactifs, dans une démarche ferme mais non escalatoire. Pour les activités des forces en présence, on commence avec l'Estonie, où le contingent français qui est stationné à Tapa vient d'être relevé. 2 rotations aériennes ont été conduites par un A330 Phoenix de l'armée de l'air et de l'espace les 4 et 10 novembre, et ce qui a permis, en faisant atterrir ces militaires sur la base aérienne des Maris, de les déployer dans le battle group de l'Enhanced Forward Presence à Tapa, aux côtés des alliés britanniques, danois et estoniens. En Roumanie, la mission Aigle continue la montée en puissance du bataillon aux capacités renforcées, avec cette semaine plusieurs pièces d'artillerie qui sont venues renforcer les capacités du battle group, notamment les véhicules blindés de combat d'infanterie, arrivés il y a quelques semaines. Mais depuis quelques jours, un nouveau convoi va acheminer les premiers chars Leclerc, plus d'une dizaine de chars Leclerc et d'engins dépanneurs de chars Leclerc. Ils ont été chargés sur des trains sur le camp militaire de Mourmelon cette semaine et partiront dans les prochains jours.
Par ailleurs, le 3 novembre, M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, s'est rendu sur le camp de Cincu, en Roumanie, afin d'inaugurer les infrastructures du Battle Group, le bataillon multinational dont la France est nation cadre. Parallèlement, ce Battle Group a conduit une séquence de préparation opérationnelle. Le 4 novembre, une section d'infanterie du bataillon s'est entraînée au combat en zone urbaine au village de combat du camp de Cincu. Et le 6 novembre, les militaires roumains de la 282e brigade blindée et les militaires français du Battle Group ont partagé leur savoir-faire en échangeant sur les procédures opérationnelles d'emploi de leur matériel respectif. Toujours en Roumanie, une activité commémorative conjointe a été organisée le 2 novembre dans le cadre des cérémonies du 11 novembre. Une délégation des aviateurs du détachement Air Mamba de Kapul-Midia et 3 élèves officiers de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ont participé à une cérémonie avec des pots de gerbe sur le monument aux morts français du cimetière Eternitatea de Galatie. Cette cérémonie marque la forte histoire commune que partagent les deux nations, parmi lesquelles se trouvent les campagnes militaires du 19e et du 20e siècle. Et plusieurs centaines de soldats français sont encore enterrés en Roumanie dans 6 carrés militaires, le plus souvent aux côtés des soldats roumains. Sur le flanc Est toujours, un large spectre de missions aériennes au profit de l'OTAN, où les Rafales et les ravitailleurs de l'armée de l'espace continuent d'assurer leur mission de surveillance et de défense aérienne sur le flanc Est de l'Europe. Ces opérations aériennes, pour rappel, sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN et s'effectuent en coopération avec nos alliés présents dans le ciel européen. Ces moyens aériens participent également à des exercices interalliés de niveau avancé. Dans ce cadre, du 3 au 9 novembre, ont été menées une mission de détection et de contrôle en Roumanie, dans le ciel roumain, par un E-3F, donc un AWACS français, ravitaillé en vol par un C-135 français. Une mission de ravitaillement, toujours par un C-135 en Pologne, en soutien à un AWACS, cette fois-ci de l'OTAN. Une mission de défense aérienne en Pologne par une patrouille Rafale ravitaillée en vol par un A330 Phoenix, ces Rafales ayant décollé et s'étant posées en France. Et enfin, un exercice interallié en Roumanie, toujours par des Rafales et toujours ravitaillé par un A330 Phoenix. En Méditerranée orientale, l'avion de patrouille maritime Atlantique 2, déployé depuis le 25 octobre à la Sud en Crète, poursuit ses vols opérationnels dans le cadre du renforcement du dispositif de rassurance de l'OTAN sur le flanc Est de l'Europe. Et parallèlement, cet Atlantique 2 a participé le 3 novembre à l'exercice multinational de sécurité maritime et de lutte anti-pollution Nemesis 2022, organisé par Chypre. En Atlantique Nord, un renforcement de la coopération bilatérale franco-américaine. Le 7 novembre, la frégate de défense aérienne Chevalier Paul a intégré le groupe aéronaval numéro 12, Carrier Strike Group 12, constitué autour du nouveau porte-avions américain, le Gerald Ford. Et le groupe interallié ainsi composé est constitué d'une quinzaine de bâtiments. Et il participera à des exercices de haute intensité multilutte. En Méditerranée centrale, un avion de détection et de contrôle E-3F de l'armée de l'espace a réalisé un vol de surveillance au large de la Libye en soutien associé de l'opération de l'Union européenne EuroNAVFOR Med Irini. En Afrique, le président de la République a annoncé hier la fin de l'opération Barkhane, une annonce qui s'inscrit dans la continuité de son discours du 17 février 2022 relatif à la réarticulation des forces françaises au Sahel. Pour autant, les armées françaises, qui n'ont essuyé aucune défaite militaire et ont rempli les objectifs qui leur étaient fixés, ne quittent pas le Sahel. En effet, à la demande des États de la région, la France reste engagée dans la lutte contre le terrorisme, en Afrique de l'Ouest notamment. Dans une logique de co-construction avec nos partenaires africains, les forces françaises poursuivront le soutien aux armées partenaires engagées dans ce combat contre les groupes armés terroristes. Ce dispositif évolutif et équilibré s'adaptera aux besoins des partenaires,
ainsi qu'à l'évolution de la menace. Preuve de ce partenariat que nous continuerons à entretenir, un film au Tchad qui montre comment nous nous sommes organisés pour prêter main forte aux populations, notamment face aux crues du Chari, du fleuve qui traverse le Tchad. Voilà, ce genre d'opération au profit des populations se déroule en fait depuis le 29 octobre avec les forces tchadiennes. Et donc, c'est une opération d'évacuation des sinistrés dans la zone de Toukra, dans le 9e arrondissement de N'Djamena. Et à la demande de l'ambassade, cette opération a été reconduite jusqu'au mercredi 9 novembre et continue d'être prolongée. Alors, les forces que nous avons sollicitées, il s'agissait d'un détachement de la compagnie Génie du 43e bataillon d'infanterie de marine des forces françaises en Côte d'Ivoire, qui est donc rejoint N'Djamena aux côtés des militaires de la base aérienne projetée de N'Djamena. Au bilan, c'est près de 850 personnes et plus de 16 tonnes de matériel qui ont été évacuées à ce jour hors de la zone d'inondation. Toujours au Tchad, le détachement français de Faya-Largeau a assisté le 4 novembre à la cérémonie de remise de kits scolaires organisée par les autorités locales et les associations des veuves et des orphelins du Borkou. Cette cérémonie a permis de remettre un kit scolaire de cahiers et de crayons aux 300 orphelins de l'école de Dozanga de la ville de Faya-Largeau. Dans le golfe de Guinée, pour l'opération Corimbe et en guise de bilan de l'engagement du Germinal au profit de la sécurité maritime, eh bien, le 28 octobre, la frégate de surveillance Germinal a quitté le golfe de Guinée pour regagner son port d'attache à Fort-de-France, aux Antilles, marquant ainsi la fin de son engagement. Pendant plus de 60 jours, le Germinal aura parcouru plus de 12 000 nautiques, réalisé une quinzaine de vols de surveillance maritime via l'hélicoptère Dauphin, embarqué et conduit une dizaine de séquences de préparation opérationnelle conjointe avec les partenaires de la région. Au Proche et Moyen-Orient, poursuite de l'engagement français au profit des missions de la paix de l'ONU au Liban, avec l'opération Daman, et cette semaine a été marquée par des cérémonies de transfert d'autorité de la Force Commander Reserve, la FCR, sous l'autorité du général de division Haroldo Lazzaro, le Force Commander de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Et donc ces transferts d'autorité ont vu le colonel Ludovic Somelra, chef de corps du 3e régiment de hussards, prendre le commandement du 43e mandat de la FCR en succédant au colonel Henri Leinekugel-Lecoq, chef de corps du 1er régiment étranger de cavalerie, Premier Reich. Au Levant, un large spectre de missions au profit de la coalition dans le cadre de l'opération Chamal, où les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leurs actions contre Daesh en effectuant une quinzaine de sorties sur l'ensemble du spectre des missions aériennes, de la défense et surveillance de l'espace aérien, des prises d'alerte de Close Air Support, d'appui-feu, et des reconnaissances menées au Moyen-Orient au profit de la coalition. En outre, depuis le 24 octobre, un avion ravitailleur C-135 conduit des missions de ravitaillement en vol au profit de l'ensemble des aéronefs de la coalition. Enfin, du 7 au 10 novembre, s'est déroulé le dernier séminaire de formation au profit des Desert Combat Units
à Bagdad, auquel ont participé les conseillers français du Joint Operations Command Advisor Team, JOCAT, implanté à Bagdad. Pour les forces françaises aux Émirats arabes unis, renforcement de l'interopérabilité entre partenaires et alliés à l'occasion de l'exercice ATLC 32, dont nous vous avions déjà parlé. Ce qu'on peut noter cette semaine, c'est la participation d'un E3F, un AWACS, qui a mis en œuvre la technologie liaison 16, en fait, MIDS, LVT-BU2, et il est le seul aéronef qui est équipé de cette technologie sur le continent européen. Et donc, il se présente comme un atout majeur pour la réalisation des missions complexes comme celles se déroulant dans le cadre de l'exercice ATLC. À Oman, renforcement de la coopération franco-omanaise dans le cadre du partenariat militaire opérationnel entre les FFEAU et les forces armées omanaises, avec une section d'infanterie du 5e régiment de cuirassiers stationnée aux Émirats arabes unis, et qui a participé à l'exercice Mohareb al-Jabal, un exercice de combat en zone urbaine et en montagne à Oman. Durant 2 semaines, les militaires français et omanais ont pu s'entraîner ensemble, échanger et partager leur savoir-faire et leurs procédures opérationnelles relatives à ces 2 milieux particuliers. Pour les forces françaises à Djibouti, coopération avec l'armée américaine dans le détroit de Bab el-Mandeb. Le 6 novembre, la Task Force 55, composée notamment du HMS Lancaster, a franchi le détroit de Bab el-Mandeb et à la demande des Américains, les forces françaises stationnées à Djibouti ont protégé le passage de la frégate anglaise, que je viens de nommer, la Lancaster, dans le détroit. 2 Mirage 2000-5 ont ainsi décollé de la base aérienne 188 pour assurer la surveillance et la protection de la frégate, ainsi qu'un KC-130 de la CJTF, donc Command Joint Task Force de la Corne de l'Afrique. En océan Indien, renforcement de la coopération franco-indienne à travers l'exercice Garuda, un exercice indien auquel participent depuis le 26 octobre 5 Rafales et un avion ravitailleur et plus de 200 aviateurs dans cet exercice franco-indien biannuel Garuda, une année en Inde, une année en France. Cette année, elle se déroule sur la base aérienne de Jodhpur. Cette semaine a été marquée par des missions d'entraînement de grande ampleur, comprenant des phases rassemblant plus de 30 aéronefs à la fois. Et le bilan, pour l'instant, depuis le début de l'exercice, pour les Rafales français, c'est plus de 50 sorties aériennes. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, en Asie-Pacifique, renforcement de l'interopérabilité des marines françaises et australiennes, avec le 3 novembre, après qu'elle a appareillé de Nouméa, un exercice de la frégate australienne Brisbane avec le Falcon 200 Guardian et le Dauphin de la frégate, donc l'hélicoptère Dauphin de la frégate de surveillance Vendémiaire des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Cet exercice visait à éprouver les capacités opérationnelles et de coopération des 2 marines, notamment dans les capacités de lutte antiaérienne de la frégate et des entraînements d'appontage pour le Dauphin. Ces entraînements permettent d'entretenir l'interopérabilité entre les marines partenaires et alliées de l'Indo-Pacifique. Je me tiens prêt à répondre à vos questions. Bonjour, merci beaucoup. William Molinier, Europe 1. 2 questions. Une première sur Barkhane, la fin de Barkhane, qui était donc annoncée officiellement hier par le président de la République. Est-ce qu'un nom va supplanter est-ce que vous cherchez un nouveau nom à donner à cette nouvelle opération? Est-ce qu'on parle, alors, question sémantique, est-ce qu'on parle toujours d'opération extérieure? Voilà pour la première question. Deuxième question, question d'actualité, alors je sais que c'est une opération conduite par le ministère de l'Intérieur, mais donc ce bateau Ocean Viking qui doit accoster, il a été annoncé qu'il devait accoster demain à Toulon sur une base militaire. Qu'est-ce qui est prévu de votre côté dans cette manœuvre, dans cette opération? Je vous remercie. Alors, je vais commencer par la deuxième question, parce que la réponse, elle est contenue dans votre question. En fait, l'accueil de ressortissants ou de réfugiés sur le sol français, c'est du ressort du ministre de l'Intérieur.
et donc c'est eux qui sont en gestion. Les armées peuvent apporter un concours ou un soutien sur demande des autorités politiques. Je n'ai pas plus de commentaires à ce stade à faire. Sur la fin de l'opération Barkhane, effectivement, l'annonce du président de la République de officialiser la fin de cette opération fait ensuite, en fait, suite à une réarticulation majeure qui a eu lieu depuis un an. Et la réarticulation qui a comporté une diminution d'effectifs et notamment d'emprise, notamment au Mali, avec le point d'orgue qui était la réarticulation hors du Mali le 15 août de cette année, eh bien, elle aboutit assez naturellement après la phase logistique et qui faisait partie de cette opération Barkhane. Donc, organiser le retour en France du personnel qui était déployé notamment au Mali et puis de tout le matériel, ça faisait partie de cette opération. Donc en fait, c'est une suite logique depuis un an que d'officialiser d'une part la fin de l'opération et en même temps de l'articuler à de nouvelles perspectives pour l'action française en Afrique, notamment le volet militaire. Et donc, je n'ai pas de nom d'opération à vous donner, outre le fait que toutes nos actions se conduiront, comme elles se conduisent déjà en fait maintenant, avec les partenaires africains et sur demande des partenaires africains. Donc des opérations conjointes, des entraînements conjoints également, à partir d'une expression de besoin. Pas de nom générique. Pas du tout. Y a-t-il des questions en audio sur les opérations ou sur tout autre sujet, pardon. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre présence et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h30 pour le 20e point presse de l'année 2022.